Merci à toutes et tous d'être présents pour cette conversation sur quelle stratégie numérique pour les musées à l'heure de la transition écologique, qui réunit 4 professionnels du numérique culturel engagés dans des démarches de transition et de sobriété, et qui est aussi un prétexte pour vous présenter un programme que j'anime, au nom des Augures, avec Controless, un studio de design numérique responsable, auquel toutes participent, qui s'appelle l'Augure Lab numérique responsable. Et ça, on l'abordera en fin de conversation, voilà, pour vous le présenter et peut-être susciter votre curiosité et votre envie de le rejoindre. Donc pourquoi cette conversation sur quelle stratégie numérique pour les musées à l'heure de la transition écologique? C'est parce que peut-être vous n'êtes pas sans savoir, maintenant le mot s'est répandu quand même que le numérique est un des gros sujets de la transition écologique du secteur culturel et des musées en particulier, puisqu'aujourd'hui, le numérique, c'est entre 3 et 4 des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais cet impact va galopant, et surtout, on n'est pas que sur un enjeu d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique, mais la consommation, on va dire la consommation croissante du numérique, si on en croit le dernier rapport de l'ADEME et de l'ARCEP, on est vraiment sur une courbe raide d'accélération des usages, et vous le voyez bien aussi dans votre vie quotidienne, dans vos pratiques professionnelles. L'impact va croissant, et surtout notre ce volume croissant de consommation de données, de services numériques s'accompagne aussi d'une consommation croissante d'infrastructures, de matériel qui mobilise beaucoup de ressources naturelles que nous n'avons plus, que nous n'allons bientôt plus avoir. Donc ça nous interroge vraiment, et donc on est là pour discuter de quelle approche raisonnée, concertée du numérique pour les musées, pour faire face aussi aux défis culturels qui sont nombreux, défis de valorisation des offres culturelles, défis de faire venir des publics. Voilà, les défis ne manquent pas dans le secteur. On a peut-être besoin du numérique, mais de quelle façon? Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir avec moi 4 professionnels qui vont pouvoir présenter des pratiques concrètes qu'elles engagent dans leurs établissements. Alors, avant de leur passer la parole, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Camille Penn. Je suis cofondatrice du collectif Les Augures. Donc, Les Augures, c'est un collectif de 4 consultantes. Nous travaillons ensemble depuis avril 2020 pour accompagner le secteur culturel dans sa transition écologique, sa capacité d'adaptation et d'innovation. On est basé entre Paris et Toulon, et la façon dont on accompagne le secteur, c'est-à-dire aussi bien des centres d'art, que des musées, que des lieux patrimoniaux, que des scènes aussi, que des acteurs publics, c'est en proposant des démarches d'accompagnement qui combinent diagnostic, stratégie, plan d'action, mais aussi bien sûr la sensibilisation, et on croit plus que tout à une approche collective, sectorielle, transsectorielle même, de ces défis de la transition. Et c'est pourquoi on propose des labs, des programmes collectifs tels que les Augure Lab scénographie, Augure Lab numérique responsable. Voilà. Donc voilà pour ma présentation. Et Agnès, si tu veux bien, voilà, vous présenter chacune qui vous êtes et ce que vous faites au sein de votre établissement respectif. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Agnès Abastado. Je suis chef du service du développement numérique au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Donc, qui est un service qui recouvre en fait à la fois la production numérique, donc audiovisuelle, audio, interactive, et sa diffusion. Donc, c'est-à-dire la diffusion sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et toute la communication numérique. En fait, on s'occupe aussi bien des aspects de médiation numérique, communication numérique et production numérique pour les 2 musées, que ce soit après pour des dispositifs in situ, hors les murs ou voilà, online, on va dire. Bonjour, Sandrine Vallée-Potel du Centre national des arts plastiques. Donc, je suis chargée de la communication et des ressources professionnelles donc, dans cet établissement. Et à ce titre, j'ai la charge de tout ce qui est outils numériques de communication, mais aussi de projets nouveaux, formats de récits et de projets numériques. Et à ce titre, j'ai été chargée dans le cadre de la démarche générale, en fait, de la réflexion, sur justement autour de la réflexion autour de l'éco-responsabilité. J'ai été chargée de réfléchir à un numérique plus soutenable. Donc voilà. Bonjour, je suis Lucille Crosetti, je suis responsable de la communication digitale au Palais de Tokyo. J'y suis arrivée en 2020 et j'ai pu, dès mon arrivée, piloter le
le projet de refonte du site internet, ce qui nous a permis de commencer un peu une stratégie de sobriété numérique qu'on essaye de développer, en tout cas au quotidien, et de garder ça dans toute notre communication, diffusion réseaux sociaux, production vidéo, la manière dont on crée notre site, et aussi en participant notamment au lab des augures et contrôle S. Bonjour à tous et toutes. Je suis Christine Debray. Moi, je suis ingénieure en informatique. Je suis le vilain petit canard qui n'y connaissait rien à la culture. J'ai été DSI plusieurs fois dans ma vie et là, je suis au ministère de la Culture en charge notamment de la sobriété numérique, ce qui s'applique bien sûr à rendre plus sobre les services que nous rendons au sein du ministère, mais également on l'applique à comment appliquer une sobriété numérique dans les services culturels, aider le secteur culturel à faire cette transition par, il y a deux aspects forcément, devenir plus sobre en termes d'usage numérique culturel et également quels sont les outils numériques qu'il faudrait mettre à disposition du secteur culturel dans son ensemble pour l'aider dans sa transition écologique. Outils sobres, bien sûr. Merci beaucoup pour ces présentations qui du coup, traduisent le fait que le numérique est un sujet qui s'aborde dans les lieux culturels de plusieurs points de vue. Il y a beaucoup de métiers qui sont concernés, aussi bien la communication que les DSI, que les directions du numérique et de l'innovation. On va maintenant revenir un petit peu plus précisément sur justement les projets que vous mettez en place chacune, un peu plus dans le détail sur cette mise en œuvre, qu'est-ce que ça implique, sur quelles ressources vous êtes appuyé, est-ce qu'il y a des obstacles éventuels à surmonter. Peut-être, du coup, Agnès, si tu veux commencer à du coup, esquisser la démarche de sobriété numérique à l'EPMO. Oui, merci beaucoup. Alors, la démarche RSO à l'EPMO, donc Musée d'Orsay et Musée de l'Orangerie, c'est une démarche globale et qui a été initiée il y a déjà un certain nombre d'années par l'administration générale. Donc, c'est vraiment une volonté portée par la direction de sobriété au sens large et engagement sociétal enfin voilà, plus largement RSO. Et on a une chargée de mission qui est rattachée à l'administration générale et qui vraiment pilote ce projet de manière transverse. La sobriété numérique, on va dire, enfin voilà, le numérique responsable est un des axes de cette stratégie et sur lequel nous on travaille, on va dire, à la direction du numérique depuis quelques mois. Soyons honnêtes, on est au début de la démarche. Aussi parce que c'est une démarche qui se construit, et on le voit très bien dans le lab. C'est quelque chose qui vraiment nécessite à la fois de discuter avec nos pairs, de trouver les bons outils, de comprendre les bonnes approches. Le travail qu'on fait aujourd'hui, nous, à la direction du numérique, en lien avec donc la chargée de mission et en lien avec l'administration générale, c'est déjà un travail de sensibilisation de manière générale auprès de nos collègues, avec des partages de bonnes pratiques sur l'envoi d'emails, sur le partage de documents, etc. Essayer aussi de faire des opérations ponctuelles. Par exemple, la semaine dernière, il y avait le clean-up, je crois que c'est clean-up day, c'est ça. Donc, une opération de nettoyage de ses boîtes mail et de ne pas envoyer d'emails pendant une demi-journée. Donc là, on a travaillé avec la communication interne sur toute une sensibilisation autour de ça, essayer de donner quelques éléments chiffrés. Donc ça, c'est vraiment notre accompagnement, nous, en tant que direction du numérique, auprès de l'ensemble de l'établissement. Et puis après, il y a toute la réflexion que nous, on mène autour de nos métiers et de nos travaux. Et ça passe aussi par une sensibilisation interne des agents de la direction, leur formation. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire, bon, soyons plus responsables. Il y a des méthodes, il y a des choses à apprendre, il y a des automatismes à comprendre. Et en fait, nos enjeux aujourd'hui, nous, au sein de la direction, on va dire sur les prochains mois, c'est vraiment déjà créer des réflexes au sein de tous nos chefs de projet et tous nos agents de la direction du numérique sur ces questions de responsabilité numérique. Donc, vraiment se poser les bonnes questions, mettre en place des réflexes. Ensuite, essayer de trouver les bons indicateurs. C'est-à-dire que dans nos projets, aujourd'hui, on mesure un certain nombre de choses. Qu'on arrive aussi à mesurer des indicateurs en lien avec cette stratégie RSO et que ça rentre dans nos bilans projets, on va dire, qui est aussi quelque chose qui sera utile par rapport à l'arbitrage qu'on demandera à nos directions sur certains projets. Et puis, le troisième axe, on va dire, c'est essayer de développer des chartes de bonnes pratiques autour de nos projets
Par exemple, se dire que, comment on gère l'archivage de nos vidéos, comment est-ce que, on produit même nos vidéos, comment est-ce qu'on essaye de réutiliser plutôt des contenus existants, plutôt que de toujours produire des nouveaux contenus ou en tout cas se poser toujours la question de: «Est-ce qu'on n'a pas déjà des choses qui existent sur tel sujet qu'on pourrait réutiliser, optimiser, upgrader, upcycler même certains dispositifs?» Enfin voilà, vraiment essayer de réfléchir à ces chartes et à essayer de trouver ces méthodes de travail entre nous. C'est un travail collaboratif qu'on a initié avec tous les agents de la direction, et qui va se prolonger, je pense, pendant encore un certain nombre d'années. Mais voilà, c'est ça. On en est, on va dire, à cette étape-là de vraiment la construction interne, et la sensibilisation externe sur ces sujets. Mais au sein du Centre national des arts plastiques, on est aussi dans cette même logique, hein, cette réflexion autour de la responsabilité sociale et environnementale a commencé fin 2020, donc c'est quand même assez récent. Et nous avons été accompagnés dans cette réflexion par les augures, Camille et Laurence, qui nous ont accompagnés pendant plus d'une année, je pense, voire un peu plus, pour justement réfléchir collectivement, hein. C'est vraiment là aussi une volonté politique, hein, avant tout. Et collectivement, on a mis en place des groupes de travail qui ont abouti plus d'un an après à en fait aussi 4 axes. On travaille sur vraiment 4 thèmes. Les éco-gestes au bureau, c'est pas une mince affaire, très difficile aussi à mettre en place quand on est locataire d'un bâtiment. Nous sommes à La Défense, donc dans une tour, et puis on a quelques locaux ailleurs de réserve. Travailler sur notre empreinte environnementale globale, là aussi avec le besoin d'indicateurs précis. Donc, comment imaginer la récolte des données, la communication responsable. Donc ça, c'est plus un sujet qui me concerne, et la sensibilisation de nos partenaires, aussi bien publics que privés. Donc ça a été mis en place, la feuille de route a été constituée en 2022, et nous sommes en pleine mise en place de cette démarche, donc avec une sensibilisation auprès des agents du CNAP, mais aussi de nos partenaires. Et aujourd'hui, côté communication responsable, donc le sujet qui nous concerne plus sur le numérique. On a également réfléchi en interne à mettre en place un guide numérique des bonnes pratiques, aussi bien pour les équipes que pour tout citoyen. Donc ça va bientôt être mis en place, je crois, dans une semaine en ligne, donc pour tout le monde. Et puis ça va être imprimé, voilà, avec un papier éco-responsable, une police aussi, parce qu'on parle d'éco-responsabilité, d'énergie, mais aussi d'accessibilité. Donc, c'est un point important pour nous. Au sein de la communication, donc, on met en place vraiment, on essaye de sensibiliser les agents. On travaille sur nos propres outils aussi numériques, se positionner sur un numérique plus responsable. Nous, au sein du Centre national des arts plastiques, notre seul moyen de communiquer, c'est le numérique essentiellement, hein, on n'est pas ouvert au public. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous. On a une base de données en ligne, on a énormément d'images. Donc, sur le site internet, on a mis en place des indicateurs. On s'est référé au référencement éco-responsable mis en place par la direction du numérique et l'ADEME, des critères précis. On a encore pas mal de travail à ce niveau-là, mais on a mis en place, on a arrêté les autoplays des vidéos, on a des formats images beaucoup plus réduits, mais qui n'enlèvent rien à la définition. On travaille sur l'archivage de nos données, qui est un vrai sujet pour le site internet du CNAP. Et on a mis en place, grâce aussi à on en parlera plus tard, mais à l'augure, la première édition du laboratoire des augures, laboratoire responsable numérique des augures et de Contrôlesse, on a mis en place des indicateurs pour notre communication sur les réseaux sociaux.
Donc, on en est à la récolte des données aussi, à une réflexion. Voilà, c'est plus la prise de conscience en fait numérique de son coût pour un peu plus de soutenabilité. Et en parallèle, toujours dans cette démarche, puisque nous faisions partie de la première édition du laboratoire numérique responsable des Augure Lab et de Control S, nous avons été impliqués dans un des projets qui s'appelle la ressourcerie numérique. Et nous avons été lauréats de l'atelier numérique pour la troisième édition de l'atelier numérique du ministère de la Culture, où nous travaillons actuellement sur ce projet de ressourcerie numérique. Nous en sommes à la phase d'investigation, hein, on termine cette phase. La méthodologie, c'est une méthodologie classique portée par la direction interministérielle du numérique, qui est essentiellement faite d'analyse de l'existant, de la documentation et le déroulement de nombreux entretiens pour voir la viabilité en fait de cette solution. On en parlera un peu plus tard, mais voilà où nous en sommes. Nous en sommes au début en fait de cette démarche, et nous sommes accompagnés par une agence web pour le site internet et nos outils numériques, où là on a tout un plan d'action pour l'année 2023 pour un site plus sobre. Eh bien, pour rebondir au Palais de Tokyo, la stratégie de sobriété numérique, évidemment, elle s'intègre dans une stratégie qui est plus globale. Moi, je fais partie d'une direction qui s'appelle la direction de la communication et de la RSE. Et par exemple, au niveau de l'institution, je peux vous parler du petit traité de permaculture institutionnelle qui a été écrit, produit par le président du Palais de Tokyo, Guillaume Desanges. Il est disponible sur notre site. D'ailleurs, je vous invite à aller le lire. C'est très intéressant. C'est comment penser la permaculture à l'échelle d'un centre d'art à tout niveau, autant en termes de curation, en termes de travail interne et aussi en termes de communication. C'est une première chose, ce qui a aussi donné lieu à la création d'un premier événement en septembre dernier qui s'appelait Palais Vivant, qui était une journée de discussion entre art, utopie et écologie, et qui réunissait des artistes, des designers, des philosophes, des entrepreneurs, pour discuter de ces sujets justement dans le domaine de la culture. Et donc, à mon niveau, au niveau de la communication, ce qu'on essaie de mettre en place, parce que nous aussi, on est au début et on cherche, on tâtonne, on essaye. C'est déjà passé par la refonte du site internet du Palais de Tokyo, où déjà on a opté pour un hébergeur vert et français, parce qu'il y a la question environnementale, écologique, et il y a aussi la question éthique de nos données et sociale, l'impact social qu'on a. On travaille avec un hébergeur qui s'appelle Data Campus, qui est basé au Futuroscope, qui immerge ses serveurs, qui récupère en fait la chaleur produite aussi par ses serveurs pour chauffer les maisons aux alentours, qui est une entreprise à mission, donc avec quand même pas mal de choses assez contraignantes et assez bien réelles. Donc ça, c'est une première brique sur laquelle on voulait vraiment travailler. Ensuite, on a essayé de développer également un peu plus de éco-concevoir ce site par le design notamment, en développant un mode éco. Donc sur le site du Palais de Tokyo, si vous voulez avoir une navigation un peu plus sobre, vous pouvez activer ce mode éco et ça désactive instantanément toutes les animations superflues, toutes les vidéos, toutes les images. Et ça laisse apparaître à la place de ces images et de ces vidéos la balise alt, donc en fait le texte alternatif des images, des vidéos, qui doit être toujours rempli en termes d'accessibilité. Et ça, on l'a plutôt développé pas tant pour un impact très concret environnemental, mais plus pour se rendre compte de ce que notre navigation peut consommer. Et ça va plus dans une forme d'expérience utilisateur. Et pour l'instant, en tout cas, de laisser le choix au visiteur qui vient consulter les infos sur notre site. C'était plus une forme de prise de conscience. Ce qu'on développe également, au fur et à mesure, on essaye en termes d'infrastructure numérique, parce qu'on connaît son impact, c'est d'aller vers un peu plus de reconditionné. Tout ce qu'on remplace, on essaye que ce soit du matériel reconditionné et de conserver son matériel un peu plus longtemps aussi.
Et on a également des réflexions de production vidéo. Tu parlais des archives. Le Palais de Tokyo, c'est un centre d'art, c'est pas un musée. Et en fait, sa collection permanente, c'est ses archives. Donc ça aussi, pour nous, c'est une vraie problématique. Comment on stocke ça, comment on optimise aussi tout ce stockage, cette mémoire. Cette réflexion nous mène également sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on poste partout, tout le temps, sur tous les réseaux la même chose? Combien de vidéos? À quel point on est gourmand? Donc on essaye aussi de créer une forme de charte de production vidéo, ne pas faire de la 4K inutilement et se poser la question de la nécessité des formats, des rushs qu'on garde, de ce qu'on va tourner, pourquoi on le fait. Et en un sens, c'est à peu près là où on en est et on continue jour après jour à évoluer un peu. Merci beaucoup. Avant de commencer à parler du ministère de la Culture, depuis tout à l'heure, je regarde la salle. D'ici, je ne vois quasiment pas de messieurs. Est-ce que les messieurs peuvent lever la main pour que je vois quand même? Ah, merci, quand même. Parce qu'il paraît qu'il y a les femmes sont plus sensibilisées au sujet écologique que les hommes. Et bon, messieurs, vous prouvez que ce n'est pas le cas. Merci d'être là. Merci de vous intéresser à ça. Et d'autre part, j'ai envie de revenir aussi sur tout ce qui se fait là, qui est formidable. Mais bon, c'est important. Qui mieux que la culture peut faire passer les messages sur la transition écologique? Alors évidemment, on doit se l'appliquer à nous-mêmes. Et là, le CITEM est l'occasion de parler de tout ce qui se fait dans les musées. Mais il faut aussi passer ces messages. Donc, le Palais de Tokyo a déjà fait quelque chose, enfin, un événement qui était dans ce sens-là. Mais tous les arts doivent se mettre à comment dire, faire passer ce message et faire espérer dans un futur positif, quoi. Parce que là, on parle de choses très, très concrètes, la sobriété numérique. Voilà. Bon, à part ça, qui n'était pas du tout prévu, je vais revenir au script. Et donc, au ministère de la Culture. Donc, puisque je suis au ministère de la Culture, en 2021, il y a eu construction par le SNUM avec les directions générales du ministère de la Culture, donc celles qui s'occupent du patrimoine, des arts, des médias, etc. Construction d'une stratégie numérique culturelle. Il y a le mot culturel dedans. Pour, comment dire, pour noter, pour mettre en place, pour identifier les défis qu'il fallait relever. Donc malheureusement, il y avait beaucoup de défis qui étaient très techno, mais c'est la vie, ce sont les injonctions contradictoires dans lesquelles on vit. Et parmi ces défis, il y avait toutefois évidemment l'impact écologique de cette transition numérique culturelle. Donc le but, c'est de construire une feuille de route, le but du service du numérique est de construire une feuille de route de sobriété numérique à l'intérieur de cette stratégie numérique culturelle. Parce que nous sommes dans un monde où de toute façon, il y a beaucoup de numérique, donc il faut s'interroger sur pourquoi on l'utilise, mais aussi comment on l'utilise. Donc, pour construire cette feuille de route, j'ai rencontré, avec l'aide de beaucoup de gens qui m'ont dit, puisque je suis une informaticienne, allez voir telle personne, telle personne, telle personne. Donc, j'ai eu pas mal d'entretiens avec le secteur culturel dans son ensemble, donc pas du tout que les musées, mais des privés, des territoriaux, même des entreprises du numérique spécialisées dans le secteur culturel, pour voir à leur avis qu'est-ce qu'il fallait que le ministère fasse pour s'enclencher dans de la sobriété numérique du secteur culturel, et en quoi, évidemment, étant informaticienne, j'oublie jamais cette partie-là, en quoi certains outils numériques pourraient aider à la transition écologique du secteur culturel. Donc du coup, ça aboutit à un embryon de questionnaire. Je me suis fait aider par Romane et... J'ai oublié ton prénom. Aujourd'hui, j'ai oublié. Romane Clément Romane et Camille. et Camille. Oh là là, j'ai un trou, pardon. C'est l'émotion. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Donc, je me suis fait aider de Romane et Camille pour améliorer ce questionnaire. Et dans le cadre d'une mise en, enfin pas une mise en commun, mais il y a une grande consultation qui est encore en cours. Je vous encourage à aller sur le site du ministère de la Culture et de répondre aux questions, puisqu'il y a une grande consultation du secteur culturel dans son ensemble sur certains des défis qui sont en train d'être explorés, donc par moi pour le côté impact écologique, mais par mes collègues sur d'autres sujets, l'archivage, etc., les données et l'IA qui va avec, voilà, pour donner son avis. Tout le monde peut donner son avis. Et à partir de ça, donc, c'est jusqu'au 6 avril.
Voilà, c'est en ligne jusqu'au 6 avril. Le but de tout ça, c'est de construire une vision qui soit positive, durable du secteur culturel et du numérique dans le secteur culturel. Et comme on est absolument convaincu, comme les Augure Lab numériques responsables, dont on va reparler, que tout ça ne peut se faire qu'en collaboration avec le secteur culturel et que de manière collaborative. Et on voit bien que dans tous les établissements, c'est ce qui s'est passé. À l'intérieur des établissements, il faut embarquer les gens pour changer d'attitude. Il faut les embarquer. Ben nous, c'est pareil. On se dit qu'il faut embarquer le secteur culturel. Donc, de manière collaborative, on a commencé un premier atelier pour creuser des questions qui étaient posées dans cette consultation et de ce qui ressortait de la consultation. Voilà. Et par rapport à ça, pour parler des Augure Lab numériques responsables, je me souviens, je vois encore Camille venir le présenter en visio pour présenter ce que c'était. Et j'avoue que j'ai été tout de suite emballée par le côté collaboratif et le côté pas trop lourd pour les acteurs y participants. Elle reviendra là-dessus, mais ça, c'était très important. Rien que pour moi, pour mon agenda, c'était important. Bref, je me suis inscrite tout de suite. J'ai été passionnée et j'ai même déposé, enfin, j'ai obtenu de l'argent pour les financer. Et le ministère y croit beaucoup. Le service du numérique du ministère y croit beaucoup. Il pense que c'est ce genre d'initiatives, de travaux collaboratifs avec le secteur culturel qui peuvent tous nous faire progresser sur ce chemin. Et donc, on va les financer encore en 2023. Merci pour ton soutien, enfin le soutien du ministère de la Culture à ce programme et merci d'insister aussi sur, en tout cas toi, ta foi en une approche collaborative. Si on a créé effectivement, alors là, on va passer à la présentation de ce lab, de cette démarche et aussi des protos, des outils qui en sont sortis, parce que c'est là tout l'enjeu de ce programme Augure Lab numérique responsable, c'est de sortir des outils concrets qui sont disponibles aujourd'hui en Creative Commons, donc sur une plateforme où il y a un lien, si ça vous intéresse, on vous le transmettra, qui peuvent vous servir à vous, professionnels de la culture, à avancer dans votre stratégie numérique responsable. Si on l'a créé, Contrôle S et les Augures, ce programme, c'est aussi par souci justement d'écologie, d'économie des ressources, en se disant en fait, toutes les questions autour de la sobriété numérique dans la culture et dans les musées sont partagées. Je pense que là, dans l'ensemble des présentations qui ont été faites, ça a fait écho en vous. Vous avez dit oui, moi aussi sur la question de la communication, je me questionne sur comment faire un site web éco-conçu. Je me demande aussi peut-être comment rédiger le cahier des charges qui va me permettre d'identifier les bons prestataires, les bons partenaires. Sur la question du matériel informatique, je suppose que vos DSI ou vos producteurs d'exposition se questionnent aussi sur comment éviter d'être tout le temps dans du rachat de matériel neuf, comment optimiser nos stocks de matériel, peut-être en le partageant avec d'autres institutions. Sur la question des réseaux sociaux aussi, on est tous sensibilisés à l'enjeu, on va dire, de la protection de nos données utilisateurs, du fait qu'on sait très bien que ces services sont extrêmement gourmands aussi en consommation de données, qui mobilisent des centaines de serveurs et qui consomment énormément d'énergie. On est tous, au sein du secteur, on partage des constats, on partage des questions, et au fond, ce serait bien de mutualiser des solutions. Et c'est là l'idée de ce programme Augure Lab numérique responsable dans la culture, c'est de dire, en fait, on va tous travailler ensemble pendant 9 mois, en mettant en commun des problématiques et en mettant en commun une ressource qui, en l'occurrence, est celle de on va dire l'expertise et la force de travail du studio de design numérique responsable Contrôle S et des Augures, qui nous allons travailler pour vous tous, soutenus du coup par le ministère de la Culture, soutenus grâce aux ressources qui sont mises en œuvre pour aller chercher des solutions communes. Et bien sûr, en s'appuyant surtout sur l'expertise partagée. Je pense que là, déjà, vous voyez, rien qu'autour de cette table, ces 4 professionnels qui ont déjà beaucoup d'expertise à mettre en commun. Mais imaginez qu'au sein du lab, on est 20 institutions et 40 personnes, des DSI, des responsables de la communication, des directrices, directeurs du numérique, qui mettons en commun cette expertise pour aller trouver des solutions communes. Et donc, l'année dernière, là, on est il y a une première édition en 2022, et là, on lance le 12 et 13 avril la nouvelle édition 2023. L'année dernière, on a traité plusieurs problématiques qui ont permis d'élaborer, lors des temps de travail en commun,
des solutions communes. Donc les problématiques qui avaient émergé, c'était notamment autour d'une première thématique qui est peut-être la plus importante du point de vue écologique, celle des infrastructures numériques, qui était comment on réduit l'impact écologique du matériel des infrastructures numériques, qui est le premier impact, vous le savez, du numérique d'un point de vue écologique, comment on réduit cet impact-là dans la culture en mettant en commun, en pensant collectif. Il y a un en tout cas une idée de prototype qui en est sortie, dont Sandrine pourra vous parler. Une autre problématique qui en est sortie, qui était liée à la communication numérique, qui était comment je peux avoir une approche, une ébauche de calcul d'impact pour faire mes choix. En fait, la problématique qui est ressortie, c'est que les directions de la communication sont, comment dire, vous le savez, elles sont toujours en ligne de mire, sont toujours sous pression des directions, sous pression des équipes de programmation pour toujours être dans une surenchère de communication pour valoriser les programmes qui sont mis en place. C'est compliqué de faire passer des messages de sobriété. Il faut des outils qui objectivent les impacts. Il en est sorti un autre proto qu'Agnès pourra esquisser en 2 mots. Sur les enjeux de médiation numérique, d'inclusion des publics, on dit toujours le numérique, c'est la seule solution pour faire venir des publics éloignés de la culture, pour engager les jeunes. Donc pareil, on est toujours dans une course à l'innovation, à l'invention de nouveaux dispositifs qui sont certes peut-être intéressants, riches de nouvelles expériences, mais sont-ils soutenables en termes écologiques? Là, Lucille pourra dire 2 mots sur le proto qui en est sorti. Et puis enfin, il y a un autre enjeu qui est sorti des réflexions communes du lab, qui est la formation des artistes et des futurs professionnels de la culture. Comment on les sensibilise, c'est un enjeu clé, parce qu'ils arrivent tout de suite dans le monde du travail et dans l'opérationnel, comment on les forme. Donc voilà, en guise d'introduction, une ébauche des problématiques. Et on n'a pas trop de temps, mais on a 5 grosses minutes pour faire un tour rapide des protos. Je suis désolée de vous mettre dans cette position d'une présentation express. Sandrine, est-ce que tu veux dire un mot du projet de ressourcerie? Oui, alors c'est parti du constat, en effet, qu'en termes d'utilisation d'outils, de supports numériques, on était très énergivore, aussi bien pour de la scénographie, du matériel scénographique, vidéoprojecteur, enfin tout ce qui tournait autour de l'exposition et du numérique en général. Donc on a pensé, en fait, on a travaillé dans le cadre de plusieurs ateliers avec les Champs Libres à Rennes. Il y avait donc le CNAP. Il y avait la BNF. Voilà. Version. Oh, merci. On pourrait en citer plein d'autres. On a travaillé à imaginer un début, un prototype de ressourcerie numérique ouverte, donc sur ces équipements bien réels, pour en fait partager ce matériel par des prêts, des dons. Voilà. Donc on a réfléchi à un outil. Et à la suite de cette création d'un premier prototype et d'un cahier des charges, le CNAP a souhaité être porteur de ce projet auprès de l'atelier du numérique du ministère de la Culture, ce qui nous permettait éventuellement de produire cette plateforme. Et donc, pendant 3 mois, à partir de janvier, nous avons été lauréats, bien sûr. Et pendant 3 mois, nous avons travaillé à l'investigation. Il y a toute une phase d'investigation pour valider ou pas la solution. Donc, nous en sommes à la fin de cette première étape. Où nous avons donc fait 26 entretiens exploratoires, pas du tout directifs, auprès essentiellement de musées, de centres d'art, de FRAC. On a interviewé quand même quelques scènes du spectacle vivant. On s'est bien sûr aussi rapproché d'experts culturels numériques. Je pense à TM Lab, Anne Le Gall, qui a aussi rendu un rapport il y a quelques mois. Et donc, voilà, nous sommes dans cette phase d'éco-construction aussi, avec quelqu'un qui nous accompagne de la direction interministérielle du numérique pour tout ce qui est méthodologie. Et on aura les résultats très bientôt de cette première phase d'investigation. Voilà pour moi. Je voulais aussi rajouter un mot, c'est qu'au sein du Centre national des arts plastiques, tous les appels d'offres, les marchés publics qu'on lance aujourd'hui ont des critères d'éco-responsabilité.
Donc ça, c'est déjà engagé. Et enfin, on va re-signer un contrat d'objectifs et de performance où on a intégré les critères de sobriété. Voilà. Alors, à un tout petit niveau, c'est sûr, hein, l'ambition, on l'a, mais après, il y a vraiment les principes de réalité. Mais je crois qu'en tous les cas, c'est intégré. Voilà. C'est effectivement important comme information. Agnès, si tu veux présenter l'outil d'aide à la décision pour les campagnes de communication numérique. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, l'origine, c'était de faire un Yuka de la communication numérique, c'est-à-dire on fait une photo de la communication du plan de communication numérique qu'on a et ça nous donne une note sur l'éco-responsabilité, mais pas que sur les aspects écologiques, aussi sur les aspects, on va dire, sociétaux, accessibilité, public qu'on touche, etc. Ça, c'était le rêve. Après, évidemment, c'est pas si simple de développer ça. Le prototype tel qu'il a été conçu et travaillé, en fait, c'est un fichier Excel téléchargeable, accessible à tous en licence Creative Commons, je crois. Hein. Donc l'intérêt, c'est que voilà, c'est assez facile, c'est téléchargeable, c'est modifiable par les institutions. Donc en fait, chacun peut un peu l'adapter à sa sauce. C'est un outil dont l'enjeu est en fait de donner plus de place aux indicateurs qui sont extra-financiers et j'ai envie de dire aussi extra-fréquentation. C'est-à-dire que très souvent, on nous demande juste les chiffres de fréquentation ou les chiffres de consultation. Et là, c'est d'aller un peu plus loin, d'avoir d'autres indicateurs. C'est un outil aussi qui est conçu comme un outil de sensibilisation. En fait, ce qui est assez intéressant avec ce prototype, c'est qu'il peut être utilisé par des institutions de manière assez différente. Il y a à la fois toute une partie de sensibilisation, en fait, des fiches pédagogiques. Je touche mes notes, je lis un peu mes notes au passage, mais des fiches pédagogiques sur un peu les différents réseaux, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur impact, et pas que l'impact écologique, mais aussi l'impact sociétal. Une estimation plutôt chiffrée sur l'équivalent CO2. Et ça, c'est voilà, des indicateurs un peu pratiques. Et puis, des propositions de défis pour réduire et s'engager dans une communication numérique plus consciente. Le, le, le type en fait, l'intérêt de cet outil, c'est qu'après, on l'utilise voilà, un peu comme on veut, soit pour de la sensibilisation en interne, soit vraiment pour de la mesure, etc. Après, on a conscience aussi de ses limites, c'est-à-dire que c'est un outil, c'est une manière de mesurer. Aujourd'hui, on sait que les plateformes, en particulier, sont pas très transparentes sur les aspects de mesure de l'impact des posts sur Facebook, etc. Mais au moins, ça donne un référent. Et nous, la manière dont on va commencer à utiliser cet outil, puisqu'en fait, on l'a pas encore pris en main, enfin, on l'a pas encore utilisé, c'est qu'on essaye de mettre en place depuis l'année dernière sur nos grosses expositions des bilans d'exposition sur les aspects numériques. Et donc, en fait, d'intégrer des critères qui ne soient pas que des critères de fréquentation dans ces bilans-là, et grâce à cet outil. Et l'avantage d'avoir cet outil, c'est de se dire aussi que bah, on va essayer d'utiliser toujours le même outil, au moins pour l'année à venir, pour avoir des choses comparables. Parce que c'est aussi un des problèmes sur ces sujets-là, c'est qu'on a plein de calculateurs différents qui fonctionnent pas forcément de la même manière, pas forcément avec les mêmes indicateurs. Donc au moins se baser sur un seul et même outil et puis voir un peu ce que ça donne pour avoir un premier référentiel. Et ça, c'est notre objectif sur cette année par rapport à cet outil-là, c'est vraiment de se l'approprier, de commencer à avoir un indicateur un peu récurrent qu'on pourra intégrer à nos bilans et puis bah, ensuite voir comment on fait évoluer, comment on améliore ça etc. Lucille, si tu veux bien présenter le proto sur la médiation, l'inclusion des publics. Oui, tout à fait. Alors, ce proto se divise en 2 protos, en fait. On a été, quand on a commencé cette réflexion, au sein du lab, avec les équipes du lab, on se rendait compte, qu'on avait envie de travailler sur ces sujets Web3, métaverse, NFT, qui vont un peu plus loin, enfin, dans l'innovation et on s'est posé, en fait, la question de, quelles promesses, de ce numérique et est-ce que les promesses ont l'air d'être tenues, vont être tenues? Et finalement, comment répondre à ces promesses sans numérique? Ça, je vais très vite pour arriver à notre conclusion, qui a été de penser de l'innovation numérique sans faire du numérique, basiquement.
Et on s'est rendu compte aussi d'un autre problème, c'est qu'on avait besoin de s'informer, on avait besoin de veille, on avait besoin en fait d'apprendre, d'avoir plus d'informations sur ces sujets qui, pour la plupart, restent encore assez sombres. D'où le premier prototype, un livre blanc qui pose un cadre sur ce que sont ces technologies, d'où elles viennent, ce qu'elles proposent et quelles promesses. Et qui justement va un peu plus dans le sens de réenchanter la médiation low-tech. Que si finalement, par rapport à ces promesses de démocratisation, d'accessibilité de ces technologies, est-ce que des solutions low-tech en parallèle ne pourraient pas également y répondre exactement au même niveau, avec un impact écologique et social moindre. Et donc ce livre blanc pose ce cadre et donne des exemples de médiation low-tech qui fonctionnent bien, dont deux au Palais de Tokyo, que moi personnellement je trouve assez intéressantes, qui sont le programme des visites singulières. C'est des visites qui permettent de vivre les expositions par des expériences sensibles, en allant manger quelque chose, en faisant une dégustation de vin, et également des ateliers pour adultes autour des expositions où il y a des lectures, on discute avec des écrivains, des artistes, des philosophes, et en même temps, on peut faire de la poterie ou on peut faire de la couture autour de problématiques artistiques. Et en fait, ça nous permet de vivre ces expos d'une manière tout à fait efficace et de contribuer à cette mission de médiation et de mieux-être par l'art également. Et le deuxième prototype, lui, est un arbre d'aide à la décision, en fait, sur les choix donc Web3, principalement concernant les métaverses, la métaverse et les NFT. Et toujours dans cette idée de on a besoin d'informations, on a besoin de s'informer pour derrière pouvoir prendre des choix en pleine conscience. Et en fait, c'est ce que propose cet arbre, cet outil d'aide à la décision. C'est je réponds par oui ou par non. Oui, je veux créer. Oui, je veux au sein de mon institution acquérir des NFT. D'accord, donc c'est tel impact, ça aura telle conséquence. J'ai des articles de presse, j'ai de la veille, et je peux du coup répondre à mes questions en étant tout à fait conscient de l'impact que ça aura, et possiblement du coup changer ma décision à la fin. Mais c'est censé être un outil qui est non biaisé. Merci. Et donc, Christine, tu avais beaucoup poussé la problématique, toi, de l'enjeu de former les étudiants des écoles d'art et de design et d'architecture. Donc, comment on y a répondu? Effectivement, ça me semblait important. Enfin, je voyais les révoltes des étudiants lors des remises de diplômes au fur et à mesure, école d'ingénieur, école de commerce, etc. Je me suis dit, ah, mon Dieu, et la culture, il faut absolument faire quelque chose pour les étudiants pour qu'ils sentent qu'on prend ce sujet en main et pas que qu'ils le sentent, nous le prenions en main. Et donc le but, c'était effectivement, ce financement, c'était aussi pour élargir le lab à une quatrième problématique qui était la formation des étudiants. Et cette formation, la manière dont on y a répondu, c'est en fait faire des j'ai pas révisé, hein, donc faudra compléter. C'est faire des différents programmes en peut-être 4 heures, une journée, et pour aller plus loin avec n'importe qui peut s'en saisir dans la mesure où ce sont des recommandations de lecture, d'articles, de vidéos, éventuellement même de séries, de films, etc., pour prendre des consciences de certaines choses. Donc, c'était, voilà, ce sont des prototypes. Donc forcément, ce ne sont pas des beaux outils, mais la sobriété numérique veut que ça reste des prototypes et que ce qui suffise, on se contente de ce qui suffise. Voilà, choisir et non pas subir. Et donc, ils sont accessibles, gratuits, sur une plateforme dont on peut vous donner le site et le lien. Et ils ont besoin d'être appropriés, ils ont besoin d'être améliorés. Pour vous donner un exemple, Romane Clément et moi, on a une petite réunion très prochainement avec l'Opéra, l'équipe de l'Opéra de Lyon, qui s'est beaucoup emparée de l'outil qu'a présenté Agnès Abastado sur l'outil de la décision pour la communication, et qui a des feedbacks à nous faire. Et on est bien sûr hyper preneuse de ces feedbacks sur le proto dessiné aux écoles d'art. L'Atelier de Sèvres, qui est une école que vous connaissez sans doute, est en train d'essayer d'implémenter ce prototype et va pareil nous faire des feedbacks. Donc, ils ont aussi vocation à continuer de vivre. On va devoir conclure.
Merci beaucoup de votre attention. Je pense que la discussion peut se prolonger en dehors de la salle si vous le souhaitez. Il y a Romane Clément du studio de numérique responsable Contrôlesse qui est aussi présente. Je peux aussi répondre à des questions. Agnès Abastado intervient sur une table ronde sur le même sujet dans 2 heures, je crois, avec Lucille. Donc si vous n'avez pas assez, c'est dans 10 minutes. Moi, j'anime un autre rendez-vous à 12h45 avec Michel Antoine d'Univers Science sur l'éco-conception. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, on peut continuer à discuter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et de votre attention. Et merci à vous 4. Ah, une question? On peut voir comment ouais, je vais essayer de récupérer, et puis sinon venez nous voir, la Romane et moi, on va vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça sera plus simple. Merci beaucoup.